Alors, pourquoi le Sénégal a-t-il échoué? Pourquoi est-ce qu'il a échoué dans sa médiation entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel? Mes chers amis, je pense qu'il y a 7 raisons. Il y a exactement 7 raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué. Et je vais vous les donner dans l'ordre. J'aimerais que vous les notiez pour éventuellement pouvoir examiner froidement chacune des raisons que je vais vous donner. Parce que vous m'appelez avec raison le docteur des preuves. Quand je dis une chose, je m'efforce toujours de vous donner le maximum d'éléments d'appréciation pour que vous soyez en capacité d'apprécier ce que je dis. Donc je dis qu'il y a 7 raisons. Il y a vraiment 7 raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué et sans plus tarder, je commence par la première. Quelle est la première raison? Quelle est la première raison pour laquelle le Sénégal a échoué? La première raison, c'est la complaisance des nouveaux dirigeants sénégalais envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. La complaisance des nouveaux dirigeants sénégalais envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. Qui sont les chefs d'État félons de la CEDEAO? Ceux qui ont utilisé la CEDEAO comme un moyen pour déstabiliser les pays africains en lutte pour leur souveraineté. Mais Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Macky Sall, anciennement président du Sénégal. Tinubu Adebola du Nigeria. Tinubu Adebola du Nigeria. Il vous en souvient bien, n'est-ce pas? On continue la liste. Patrice Talon du Bénin. Patrice Talon du Bénin. Ça vous dit quelque chose ou pas? Talon. On continue la liste des chefs d'État félons. Quand il était au pouvoir au Niger, vous vous souvenez parfaitement du cas de Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Voici quelques chefs d'État qui se sont très clairement illustrés par la nuisance envers les pays d'Afrique de l'Ouest déterminés à reconquérir leur souveraineté sécuritaire, leur souveraineté économique, monétaire, leur souveraineté politique, géopolitique et diplomatique. Les nouveaux dirigeants sénégalais, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont commencé par flatter précisément ces chefs d'État, félons et voyous. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réservé ses premières visites à ceux-là même dont toute l'Afrique se plaint. À ces chefs d'État soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. C'est à eux qu'il a réservé la primeur de sa parole. Mieux, il est allé jusqu'à flatter publiquement certains de ces chefs d'État en leur attribuant des qualités qu'ils n'ont pas. Ainsi, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est allé en Côte d'Ivoire où il a été reçu par Alassane Ouattara et il a publiquement présenté Alassane Ouattara comme un grand défenseur de la démocratie et de la stabilité. En choisissant de féliciter les pires chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, ceux-là même qui avaient abandonné Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye dans les prisons de Macky Sall, en choisissant de les flatter publiquement, les nouveaux dirigeants sénégalais ont commis la première faute qui les rendait incapables d'une véritable médiation politique plus tard. Je passe à la deuxième raison. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les nouveaux dirigeants sénégalais ont échoué dans la médiation que la CEDEAO leur a demandé de mener avec l'AES? Mais la deuxième raison, c'est qu'ils ont voulu être amis de tout le monde et ennemis de personne en même temps. Ils ont voulu gagner sur tous les tableaux. Ils ont voulu faire ami-ami avec le meilleur et ami-ami avec le pire pour pouvoir tirer profit de l'un comme de l'autre.
C'est une attitude qu'on appelle encore le « en même temps » et qui consiste à vouloir profiter de tout le monde. Le jeu auquel ils ont voulu jouer, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est le jeu de ceux qui croient être plus intelligents que tout le monde. Donc, la logique du duo de Pastef, c'était d'être à la fois l'ami du despote Alassane Dramane Ouattara, qui a menacé d'attaquer le Niger avec un bataillon militaire, l'ami du roublard Tinubu, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, du roublard et autocrate Patrice Talon, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, l'ami de tous ceux qui persécutent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et en même temps, jouer à être l'ami, bien sûr, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Quand vous couvrez celui qui fait du mal à quelqu'un, la personne qui en est victime vous considère comme son ennemi. Parce que vous vous associez à celui qui le fait souffrir. Et quand vous ne dites pas la vérité à celui qui a tort, déjà vous vous empêchez par là même d'entrer dans un travail de vérité et de rapprochement entre les positions. La médiation ne consiste pas à cautionner le mensonge. La médiation ne consiste pas à cautionner l'injustice. La médiation consiste à rapprocher toutes les positions autour de la vérité objective. Aider tout le monde à prendre des décisions qui sont conformes à la vérité et à la justice. C'est cela le but de la médiation. Or, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, eux, ils ont conçu la médiation comme l'occasion de tromper tout le monde, de rouler tout le monde dans la farine, de faire croire aux méchants qu'ils sont des bons et de faire croire aux bons qu'ils sont des méchants. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ils n'ont convaincu ni les chefs d'État néocolonisés de la CEDEAO, ni, bien sûr, tout naturellement, les chefs d'État agressés de l'AES. Je passe à la troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont échoué. La troisième raison, c'est la confusion idéologique. L'énorme confusion idéologique qu'il y a au sommet de l'État sénégalais aujourd'hui. Quand ils étaient dans l'opposition, ils se définissaient soi-disant comme des panafricanistes de gauche. Le professeur Faye, politologue et père de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a même présenté son fils comme étant un nouveau Sankara, un nouveau Jerry John Rawlings, un nouveau Kwame Nkrumah. Voilà ce qu'ils nous ont vendu quand ils étaient dans l'opposition. Ils s'inscrivaient ouvertement dans la tradition du panafricanisme révolutionnaire. Mais arrivé au pouvoir, le même Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que son père nous a présenté comme étant un Sankara, un Nkrumah, un Jerry John Rawlings, son père nous l'a présenté comme étant un révolutionnaire. Sa première déclaration concernant la France a été que finalement, il ne veut plus aller à une rupture rapide. On va y aller doucement, on ne va plus faire de rupture radicale. Avant d'être élu président, il était pour la rupture radicale. Après avoir été élu président, Bassirou est devenu un partisan de la non-rupture. La négociation permanente, la mollesse, la tendresse envers l'ancienne puissance coloniale. Et tout le monde a vu comment les éléments de langage de Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont passés de tout au contraire de tout. Quant à Ousmane Sonko, qui se présente comme la garantie du panafricanisme dans le régime Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko, qui lui-même revendiquait un panafricanisme radical, qui avait utilisé des métaphores très fortes pour dénoncer le néocolonialisme français, en disant qu'il fallait que la France enlève son genou sur le cou du peuple sénégalais qui aurait été transformé comme George Floyd, le noir américain assassiné par la police raciste aux États-Unis il y a quelques années. Ousmane Sonko, qui s'était positionné sur la ligne du panafricanisme révolutionnaire quand il était dans l'opposition, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a été placé à la tête du gouvernement sénégalais? Quelle est la première personnalité internationale non sénégalaise à laquelle il a déroulé le tapis rouge du Sénégal? Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un pro-panafricaniste. Jean-Luc Mélenchon, ancien député français, leader de la France insoumise, fait partie des hommes politiques français qui ont eu des paroles les plus dures
quand le Mali a demandé à l'armée française de se retirer de son sol. On a la vidéo de Mélenchon en train d'admonester, de menacer le Mali. Mélenchon a toujours été dans l'ambiguïté, d'autant plus que c'est un héritier du système Mitterrand. Il fait partie de cette gauche socialiste française qui avait pris l'habitude de profiter de l'Afrique comme la droite, dans la logique de la France-Afrique. Tout le temps qu'il était dans les années 80, il n'était pas aux côtés des panafricanistes. Mélenchon, il a commencé sa carrière politique dans les années 80 comme élu. Dans les années 90 comme ministre, on ne l'a jamais vu parmi les grands défenseurs de l'émancipation africaine. Quand Mitterrand menaçait Sankara, Mélenchon ne disait rien. Et quand les Maliens ont demandé à l'armée française de se retirer de leur sol, l'un des premiers hommes politiques a critiqué le Mali ouvertement. Pourtant, homme politique de gauche, c'était Mélenchon en France. C'est ce monsieur-là qui a une conception floue de l'émancipation africaine. Et je le connais personnellement parce que en France, il est le moindre mal pour moi. En tant que citoyen français, je vote Mélenchon. Vous vous rendez compte? On en est à devoir voter Mélenchon 2 fois aux élections présidentielles parce que, en fait, il n'y a pas mieux que lui dans la classe politique française actuelle. Mais ce monsieur-là, qui est très ambigu envers l'Afrique, moi j'en sais quelque chose. Puisque plusieurs fois j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour lui faire comprendre pourquoi il fallait retirer tous les camps militaires français d'Afrique. Il fallait retirer la monnaie néocoloniale française de franc CFA. Il fallait mettre fin à l'ingérence française dans le choix des dirigeants africains. Et il fallait laisser les Africains développer un système africanophone. Un système africanophone. J'ai essayé de rencontrer M. Mélenchon plusieurs fois en France pour lui proposer d'acter ce programme de libération réciproque franco-africaine. Mélenchon, connaissant mes positions, a toujours inventé des arguties pour échapper au face-à-face. Parce qu'il préfère avoir affaire à des Africains qui font ses 4 volontés à lui et qui lui disent parce que l'Afrique, le peuple veut. Bon, c'est ce monsieur-là qu'Ousmane Sonko a trouvé comme personnalité internationale numéro 1 à inviter au Sénégal. Depuis quand un panafricaniste révolutionnaire commence par inviter un dirigeant politique français? Quand il ouvre son ministère des Affaires internationales politiques. Depuis quand? En fait, c'était une manière de rassurer globalement l'élite politique française que ni lui Sonko, ni Bassirou Diomaye Faye n'allaient aller à la fameuse rupture dont ils ont parlé avant l'élection. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je passe maintenant... Alors, toujours sur la question idéologique. Il y a une confusion idéologique terrible à la tête de l'État du Sénégal. Puisque désormais, les partisans de Sonko et de Diomaye sont les plus grands ennemis des panafricanistes du continent africain. Allez sur les réseaux sociaux, lisez même sous les commentaires de cette conférence. Là, vous êtes déjà sur TikTok, près de 1000 personnes. Et ici, sur Facebook, vous êtes aussi, je pense, au moins 1000 personnes, même si je ne vois pas bien les chiffres. Lisez les commentaires des partisans de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lisez les commentaires des partisans de Sonko. Vous vous rendrez compte qu'ils revendiquent désormais un nationalisme sénégalais limité aux frontières du Sénégal. Vous vous rendrez compte qu'ils revendiquent l'appartenance au Sénégal sur la base des frontières que les colons français ont tracées. Ils revendiquent le droit de s'occuper des affaires sénégalaises sans que personne ne s'en mêle. Bref, les thèses typiques de l'extrême droite qu'on observe en France avec Marine Le Pen, avec des personnalités comme Éric Zemmour, avec des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen en France. Les thèses de l'extrême droite française sont désormais les thèses en fait de PASTEF au Sénégal. Les partisans de Sonko, que nous appelons avec raison les émotifs, ils sont d'extrême droite. C'est l'extrême droite sénégalaise là maintenant, PASTEF. PASTEF, c'est l'extrême droite sénégalaise. Lisez leurs arguments. La plupart de leurs arguments sont des arguments xénophobes. Mais depuis quand un mouvement de la gauche, un mouvement panafricaniste, un parti panafricaniste peut avoir des militants xénophobes? Depuis quand? Lisez leurs commentaires, ils sont là. Tout est dans la xénophobie. C'est le seul argument qu'ils ont. On leur dit, regardez les contradictions de vos patrons. Ils ne veulent pas regarder les contradictions de leurs patrons. Ils vous insultent sur des bases de la patrioterie
eh bien, sénégalaise, héritée du colonialisme français. Donc, en fait, la troisième raison pour laquelle ils n'étaient pas capables de mener ils n'étaient pas capables de mener cette médiation, c'est qu'ils ne sont pas au clair dans leur tête. Diomaye et Sonko ne savent plus qui ils sont. L'ont-ils d'ailleurs jamais su? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir issu du parti PASTEF, qui aujourd'hui a des militants xénophobes d'extrême droite sénégalaise sur tous les réseaux sociaux, et qui utilise l'expression panafricain pour parler de ceux qui défendent l'émancipation totale du continent, contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et tous les chefs d'État vassaux. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la troisième raison. On ne peut pas mener une médiation quand on n'est pas au clair avec soi-même. Quand on ne comprend pas qui on est soi-même, on ne peut pas mener une médiation. Je passe à la quatrième raison. Quelle est la quatrième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont échoué dans la mission que la CEDEAO leur a donnée de rapprocher l'AES de la CEDEAO? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Mais parce qu'ils ont commis des fautes diplomatiques. Des fautes diplomatiques sévères. La première grande faute diplomatique du Sénégal, ça a été d'adouber et de féliciter Alassane Dramane Ouattara en public. C'était une faute diplomatique avec un effet médiatique terrible. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui félicite Alassane Dramane Ouattara pour les progrès considérables qu'il a fait, qu'il aurait fait en matière de démocratie et de stabilité. Cette phrase-là de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a brûlé toute l'aura de la campagne de PASTEF qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait dû savoir, il aurait dû savoir que si tu veux te faire détester des Africains, il faut aimer Ouattara. C'est-à-dire qu'on aurait dû lui expliquer ça quand il est entré au palais présidentiel. Si tu veux te faire détester des Africains de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, si tu veux te faire détester de toutes les diasporas africaines éveillées actuellement, présente un compliment à Ouattara. Présente un compliment à la mafia de la France-Afrique et tu es grillé. Donc, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, première faute diplomatique, d'abord il se lève, il va voir tous les chefs d'État néocolonisés de la sous-région, montrant que c'est avec eux qu'il est à l'aise, il passe la nuit chez eux. Et deuxième chose terrible, il se lève, il félicite Ouattara. C'était une faute terrible. Alassane Ouattara venait d'être coupable de tentative de déstabilisation du Mali avec son commando des 49 mercenaires de Wagner. Alassane Dramane Ouattara venait d'être coupable d'une déclaration de guerre sans consultation du Parlement ivoirien contre le Niger. Il avait annoncé qu'il préparait un bataillon de 1100 soldats qui allait attaquer Dardar, le Niger, et que la nourriture de tous ces soldats était prête pour 3 mois, les munitions et les armes étaient prêtes, que l'action allait commencer. C'est ce monsieur-là que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présenté comme un grand démocrate et un grand stabilisateur de l'Afrique de l'Ouest. Faute diplomatique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.